Bonjour. Avant de rejoindre la salle de contrôle, voyons quels sont les principes généraux de l'acquisition des données. Le résultat recherché est la structure tridimensionnelle de la macromolécule qui nous intéresse. Cela implique que nous devons également collecter les données de diffraction dans les 3 dimensions. Dans cette vidéo, nous nous intéressons plus en détail à l'environnement du cristal et aux conséquences des symétries du cristal pour l'acquisition des données de diffraction. Pour cela, nous faisons tourner le cristal sur lui-même pendant la collecte et enregistrons en même temps une série d'images correspondant chacune à une petite portion de la rotation. Le cristal diffracte les rayons X. Chaque rayon diffracté vient frapper une couche sensible du détecteur. La somme des rayons diffractés dans une direction s'est traduite par une tache noire plus ou moins intense. Comme vous le savez déjà, c'est ce qu'on appelle une tache de diffraction. Chaque image de diffraction contient donc un ensemble de taches. Un jeu de données de diffraction est constitué d'une succession d'images qui, mises bout à bout selon leur angle de collecte, reforment un réseau tridimensionnel, appelé réseau réciproque. En simplifiant, pour qu'un jeu de données soit complet, il faudrait accumuler des données de diffraction sur 360 degrés. Pourtant, dans la réalité, ce n'est généralement pas le cas. Voici l'environnement réel de nos échantillons dans la cabane expérimentale. Le cristal est placé sous ce dispositif appelé goniomètre, qui nous permet de centrer et d'orienter le cristal sous le faisceau. Pour maintenir le cristal à basse température, nous envoyons en continu un jet d'azote gazeux refroidi à son quai. Le faisceau arrive par ici. Lorsqu'on envoie un faisceau de rayons X sur un cristal, la majeure partie du faisceau traverse le cristal sans être dévié. C'est le faisceau direct que l'on veut bloquer car il endommagerait le détecteur. Pour cela, on utilise ce qu'on appelle un beam stop, comme celui-ci que vous voyez ici. Au-dessus du cristal, nous avons ici un fluorimètre. Il nous permet de mesurer le signal de fluorescence du cristal si besoin. Ce signal de fluorescence nous apporte des informations sur la composition des cristaux. Nous verrons plus tard que dans certains cas, cette information nous sera utile pour déterminer les phases grâce auxquelles nous calculerons la carte de densité électronique. À l'opposé de l'arrivée du faisceau des rayons X se trouve le détecteur, avec lequel nous enregistrons les données de diffraction. La distance entre le détecteur et le cristal a un effet direct sur l'angle de θ mesurable et donc sur la résolution maximale des données que nous pouvons enregistrer. Elle affecte aussi la distance de séparation des taches de diffraction. Donc pour chaque échantillon, nous réglons cette distance du détecteur en fonction des paramètres des mailles du cristal et de ce que nous appelons son pouvoir de diffraction, c'est-à-dire jusqu'à quelle résolution il est capable de diffracter les rayons X. Vous savez déjà que c'est la répétition régulière de la maille dans le cristal qui permet le phénomène de diffraction. La maille est décrite par les paramètres A, B, C pour la taille de ses 3 côtés et alpha, bêta, gamma pour les angles qui les relient. Dans certains cas, il est possible de repérer des relations d'équivalence entre les axes ou entre les angles. Par exemple, on peut avoir A égale B ou alpha égale 90 degrés. On va retrouver ainsi un nombre limité de possibilités classées en groupes, appelés groupes de brevets. Dans une maille,
Plusieurs motifs sont reliés entre eux par des opérations de symétrie, chaque motif pouvant contenir une ou plusieurs macromolécules. Intéressons-nous d'un peu plus près à ces opérations de symétrie et à ce qu'elles impliquent pour l'acquisition des données. Les symétries observées dans un cristal sont limitées, avant tout, par la nature même des macromolécules biologiques. Les macromolécules biologiques sont chirales, ce qui signifie qu'elles ne sont pas superposables à leur image dans un miroir plein. Ainsi, les protéines sont lévogyres, les sucres présents dans les acides nucléiques sont destrogyres. Par conséquent, pour une protéine ou un acide nucléique donné, on n'observe jamais la molécule miroir de cette protéine ou de cet acide nucléique. Intéressons-nous déjà aux symétries qui permettent de décrire le cristal. Parmi les symétries observées en biocristallographie, citons déjà les opérations de rotation autour d'un axe, appelé axe de rotation. Dans les cas d'un axe de symétrie d'ordre 2, on tourne de 180 degrés autour de l'axe pour reproduire la molécule. Pour un axe d'ordre 3, on trouve une molécule tous les 120 degrés, donc 3 molécules en 360 degrés. On peut encore trouver des axes d'ordre 4 ou d'ordre 6. Ces rotations peuvent s'accompagner d'une translation le long de l'axe des rotations. On parle alors d'axe vissé. Par exemple, on parle d'un axe de 1 quand une rotation de 180 degrés autour d'un axe 2 est suivie d'une translation sur une distance correspondante à la moitié de l'auteur de la maille. C'est un peu comme si on faisait un demi-pas autour de l'axe d'une vis. Avec la même logique, un axe 3,1 correspond à une rotation de 120 degrés suivie d'une translation de A divisé par 3. Et un axe 3,2 a une rotation de 120 degrés suivie d'une translation des 2 tiers de A, ce qui revient à tourner des 1 tiers de A dans l'autre sens. C'est la même chose si on a un axe 4 ou un axe 6. Ces opérations de symétrie peuvent se retrouver le long de chacun des axes A, B ou C. Ainsi, la description des opérations de symétrie d'un cristal donné permet de définir ce que l'on appelle un groupe d'espace. Nous n'allons pas rentrer dans les détails ici, mais dans l'onglet « Pour aller plus loin », vous trouverez un lien vers les tables internationales qui référencent ces groupes d'espace si vous souhaitez obtenir de plus amples informations. Revenons à nos clichés des diffractions. Du fait de ces opérations de symétrie, on retrouve des équivalences d'intensité entre certaines réflexions, ce qui réduit la quantité minimale des données nécessaires pour décrire l'ensemble du contenu de la maille. Ainsi, lorsqu'on s'apprête à collecter un jeu de données, la symétrie du cristal conditionne la stratégie utilisée. Commençons par placer un cristal sur le goniomètre. Pour procéder, nous nous intéressons d'abord à l'écran à partir duquel nous contrôlons les cristaux et l'acquisition des données. Sur cet écran de contrôle, nous pouvons définir l'ensemble des paramètres associés à la collecte. Avant tout, nous nous connectons à l'interface avec un username et un password qui sont associés à votre laboratoire. Le cadre de gauche indique les différentes positions dans la cassette de stockage. Nous choisissons le cristal numéro 28 tout simplement en sélectionnant le cristal et en faisant clic droit dessus. Le transfert du cristal du réservoir vers la tête goniométrique apparaît ici. Nous pouvons suivre le robot grâce à l'écran en haut à droite. Voyons comment il procède.
que le message Moving Transfer est remplacé par Uncentering. Par ailleurs, dans la fenêtre située au centre de l'écran de contrôle d'acquisition des données, vous voyez maintenant la boucle dans laquelle se trouve le cristal. Le petit rectangle bleu que vous voyez au centre de cette fenêtre représente la position du faisceau des rayons X. Comme vous le constatez, la boucle contenant notre cristal n'est pas positionnée correctement. Pour que le cristal reste constamment baigné par les faisceaux des rayons X au cours de la collecte, nous allons procéder à ce que nous appelons le centrage en 3 clics. Je commence par sélectionner un angle oméga qui me permet d'orienter la boucle de façon à bien voir le cristal. Puis, je clique une première fois au centre du cristal. La couleur bleue de ce cristal nous facilite les choses. La boucle pivote de 120 degrés et je clique une deuxième fois au centre du cristal. La boucle pivote à nouveau de 120 degrés et je clique une troisième fois au centre du cristal. Les 3 clics servent de repères au logiciel pour déplacer la boucle. Vous voyez que la position du cristal est bien meilleure maintenant. Je change le zoom pour augmenter le grossissement et affiner le centrage. Je reprends une orientation permettant de bien voir le cristal et je repasse en mode centrage. À nouveau 3 clics et vous voyez que le rectangle bleu avec une croix rouge correspondant au faisceau des rayons X passe, cette fois, au centre du cristal. Je sauvegarde donc la position du cristal ici. Et voilà. Comme le cristal est idéalement plus grand que le diamètre du faisceau, nous pouvons également choisir la région exposée. Maintenant que notre cristal est centré, nous allons pouvoir observer comment il réagit sur le faisceau des rayons X. Dans la prochaine vidéo, je vous montre comment procéder à l'acquisition des données de diffraction et nous partons vers l'espace réciproque.